Alors, parler d'un sujet, c'est déjà bien le définir. Donc, qu'est-ce que la myopie? C'est une erreur réfractive au cours de laquelle on va voir des rayons lumineux de trajet parallèle dans l'œil converger en avant de la rétine. Alors, pourquoi? Parce qu'on ne va pas parler de myopie aujourd'hui, on va parler d'émyopie. Et notamment de la classification. Alors on a l'AMI qui l'a très bien décrit. Aujourd'hui, on va caractériser les myopies selon leur étiologie ou leur importance, d'un point de vue quantitatif donc, ou qualitatif. Le point de vue qualitatif, c'est donc la caractériser sur sa cause. Donc on a la myopie axiale, qui est la myopie la plus fréquente par allongement du globe oculaire. On a la myopie réfractive, avec toutes les thérapeutiques réfractives, les chirurgies réfractives, les implants intraoculaires qui peuvent la provoquer, mais également la myopie d'indice que l'on voit notamment dans les cataractes avancées. Et puis on a les myopies secondaires, syndromiques, on va dire pathologiques, qui résultent d'une pathologie oculaire entraînant une myopisation. Alors, du point de vue quantitatif, on va caractériser la myopie selon le fait qu'elle soit faible, donc inférieure à moins 0,5, mais qui reste supérieure à moins 6 dioptries. On a également donc, les critères de la myopie forte, où là on a une notion aussi de longueur axiale, donc c'est moins 6 dioptries en équivalence sphérique, et une longueur axiale supérieure ou égale à 26 mm. Et on va également distinguer maintenant la prémyopie, qui est en fait une réfraction qui se situe entre 0,75 et moins 0,5 chez des enfants, notamment possédant des facteurs de risque de myopie. Alors ces facteurs de risque, je vais y venir juste après. Donc pourquoi parler de la myopie? Parce que c'est une des épidémies évidemment du XXIe siècle, avec donc des projections qui sont sidérantes. 2050, quasiment 7 milliards de myopes et son cortège de myopes forts également. On estime que là, en 2030, il y aura 51% de la population d'Europe de l'Ouest qui sera myope. Donc c'est majeur. Alors les facteurs de risque, on les connaît bien, la littérature les a très bien décrits. Donc éventuellement, on peut les catégoriser selon deux grandes catégories, donc les caractères génétiques et l'environnement. Les caractères génétiques, c'est avant tout la myopie parentale. Avoir un parent myope est déjà un surrisque. Avoir les deux parents myopes, on a encore plus de risque d'être myope. On a aussi donc, toutes les maladies du collagène, qui sont les maladies héréditaires et qui ont comme caractéristique d'avoir une matrice sclérale pathologique qui favorise l'élongation du globe. On va également avoir les facteurs environnementaux qui sont majeurs. Et ces facteurs environnementaux, ça va être essentiellement le temps passé à l'extérieur. Des enfants qui sont enfermés développent volontiers une myopie, on le voit dans les grandes agglomérations, donc moins de 40 minutes par jour. Le temps passé en vision de près et notamment sur les écrans. Et également, ça c'est fondamental pour son rôle, le rôle accommodatif. Alors pourquoi freiner la myopie? Bien évidemment pour éviter le passage vers la myopie forte et son cortège de complications cécitantes. Je le rappelle, la myopie forte est une maladie cécitante et il faut en informer les patients. Avec les complications rétiniennes que tout le monde connaît bien, le glaucome, mais également les troubles oculomoteurs qui peuvent présenter un vrai retentissement sur la qualité de vie. Et ça, évidemment, a un impact médico-économique majeur. Alors, quand on parle de myopie et qu'on parle de freination, on va forcément parler des facteurs de progression. Quels sont les myopes qui vont progresser? Il y a plusieurs papiers qui sont sortis dans la littérature qui décrivent très bien des facteurs de progression, notamment le papier de l'équipe du professeur Levéziel sur une cohorte de 130 000 enfants, sur un vaste réseau en collaboration avec les opticiens. Donc ce qu'on retrouve, c'est qu'évidemment, plus une myopie apparaît tôt, plus on a de chances d'être myope à l'âge adulte. Ça, c'est un petit peu la logique. Mais également, on constate que les grands progresseurs, entre guillemets, sont les enfants âgés de 7 à 9 ans, à majorité des filles. Il y a un sexe ratio légèrement supérieur pour les filles, avec également l'équivalence sphérique initiale au moment du diagnostic de la myopie. Plus la myopie est forte, plus la myopie sera forte plus tard. Et ça, c'est les travaux de Tiedemann sur la longueur axiale. La longueur axiale, aujourd'hui, on a des ABAC, en tout cas des tableaux, un petit peu comme les courbes percentiles pour le périmètre crânien ou pour le poids, qui nous permettent d'évaluer le risque de progression vers la myopie et la myopie forte des enfants. Donc ça, c'est vraiment maintenant de la pratique quotidienne dans l'utilisation de la biométrie. Alors, comment freiner la myopie? Parce que là, on l'a défini, mais avant toute chose, on va essayer de la freiner. Alors, comme il y a des mesures environnementales, des facteurs environnementaux, on va utiliser des mesures environnementales et des thérapeutiques de freination qui sont soit médicamenteuses, soit optiques. Alors, les mesures environnementales, c'est de mettre les enfants dehors. Voilà. Il faut les mettre dehors,
On conseille donc plus de 40 minutes par jour. Moi, je dis aux parents au moins 1 heure par jour. Alors, on compte le temps de récréation dans le fait d'être à l'extérieur. Il y a un rôle majeur à l'exposition à la lumière naturelle, puisque tout le spectre lumineux n'est pas représenté dans les éclairages artificiels, et on a une composante de la lumière bleue qui joue sur le système dopaminergique notamment, qui a été démontrée comme un facteur d'allongement du globe oculaire dans les éclairages artificiels. Il y a également la distance de lecture, ça joue sur l'accommodation, distance de lecture de moins de 30 cm, et on connaît bien les photos maintenant célèbres de ces enfants en Chine qui ont un pupitre avec une barre pour les placer à 30 cm de leur support de travail. Alors, dans les thérapeutiques optiques, on a les verres freinateurs. Les verres freinateurs, maintenant, ils sont disponibles depuis un petit moment. Ils ont démontré leur efficacité. On a plusieurs technologies, la technologie HALT, la technologie des DIMS et les verres à gradient de défocalisation. Alors, le principe est toujours le même, et c'est pareil pour, après, les lentilles et l'orthokératologie, c'est de permettre une défocalisation sur la rétine périphérique, ramener le foyer image sur la rétine périphérique. C'est l'effet freinateur. En tout cas, cela induit un effet freinateur. Alors, on a la technologie HALT, c'est des îlots de défocalisation de puissance croissante. On a en gros l'équivalent sphérique, en tout cas la correction myopique dans le centre du verre et entre les îlots. Et les îlots sont des îlots asphériques qui ont une puissance croissante du centre vers la périphérie de +3 à +5. Ça, c'est Essilor qui le fait. On a donc une étude qui le démontre très bien avec un essai contrôlé randomisé. Pareil pour les verres de chez Hoya, la technologie DIMS, c'est aussi des îlots de défocalisation, mais qui, eux, ont une puissance constante. On a donc la myopie qui est corrigée en vision centrale et entre les îlots, et plus 3,50 de défocalisation sur les îlots. Alors, ce ne sont pas des îlots asphériques, en revanche. Là aussi, on a des études qui ont démontré l'efficacité de ces verres sur la freination, avec une freination jusqu'à 50% en équivalent sphérique et 60% sur la longueur axiale. D'autres verres disponibles, mais pour lesquels la littérature est un petit peu moins riche parce qu'ils sont sortis plus récemment, ils sont sortis en 2022, et donc on a peu de recul sur leur utilisation. Néanmoins, l'étude initiale de commercialisation montre un effet freinateur. Bon, il faut le voir en pratique, aujourd'hui, ces verres sont quand même encore moins prescrits que les Hoya et que les Stellest. Alors, pour les enfants et les ados un petit peu plus âgés, on a aujourd'hui la possibilité des lentilles souples freinatrices. Alors, les lentilles souples freinatrices, elles vont être soit sur le modèle des multifocales, avec des anneaux concentriques de défocalisation, soit plutôt sur le modèle des lentilles EDOF, donc où là, on va avoir plutôt un gradient de défocalisation sur une courbe, en tout cas curviline. Donc, on a ici les principales lentilles disponibles sur le marché. L'efficacité a été démontrée dans des études à haut degré de preuve, contrôlées, randomisées. Elles sont également efficaces en termes de tolérance et de qualité de vision. Voici la technologie, cette fois-ci, des lentilles plutôt basées sur le principe EDOF. Et là aussi, on a un effet freinateur manifeste sur la progression de la myopie de quasiment 69% en équivalent sphérique et 59% en longueur axiale, avec là encore un confort et une qualité de vision satisfaisante. Alors une technique un petit peu plus ancienne, c'est l'orthokératologie qui a très bien démontré son efficacité également sur le contrôle de la myopie. Alors ça s'adresse plutôt à des adolescents, en tout cas pré-ados, ados. C'est un avantage important, c'est que ça leur permet une indépendance aux lunettes et aux lentilles dans la journée. En revanche, elle présente plusieurs limitations. Déjà, c'est une lentille rigide, donc la tolérance est souvent un peu moins bonne. On a également un port nocturne. Ça peut perturber un petit peu les ados. S'il y a besoin de se lever pour aller aux toilettes la nuit, on ne voit rien. On a également aussi un problème de coût, c'est-à-dire que c'est un dispositif qui n'est pas remboursé et qui présente un coût conséquent et aussi une fragilité. On s'adresse quand même encore à des pré-ados et des ados, donc ils les font tomber facilement, ils peuvent les casser et le coût pour les parents peut être important. Néanmoins, c'est un moyen très efficace. Alors, dans les thérapeutiques, on a les thérapeutiques médicamenteuses. Alors, l'atropine, ça fait très très longtemps qu'elle est utilisée en myopie. Il y a de très grosses études de cohortes. On a les études ATOM 1 et 2 et les études LAMP 1 et 2 qui ont démontré l'efficacité de l'atropine, notamment pour des dilutions et des faibles concentrations.
Donc on a une efficacité à faible dose, peu d'effets secondaires à faible dose, il semble quand même que l'efficacité sur la freination diminue avec la dose. Donc il y a quand même un effet dose sur la freination. On a quand même quelques limitations, c'est qu'actuellement on n'a pas de consensus sur la dose à utiliser. Il y a plein de papiers dans plein de revues qui utilisent des concentrations différentes. Laquelle utiliser aujourd'hui, on ne sait pas vraiment. Les préparations sont à l'heure actuelle toujours des préparations magistrales hospitalières, ce qui pose un problème d'accès, notamment dans les territoires les plus reculés. Et on a surtout un effet rebond à l'arrêt du traitement. Ça, j'en parlerai juste après. Alors les indications de la freination, finalement, c'est un peu toute myopie, mais quelle myopie? Parce qu'il y a des dispositifs dedans qui ont un coût, certains, et il va falloir avoir l'adhésion des parents. Avec nous, ça c'est fondamental pour le suivi. Donc là, c'est un petit peu moi ma façon de faire. Je considère que toute myopie inférieure à 0,5, moins 0,5 chez un enfant inférieur à 3 ans, ou inférieur à 6 ans, pardon, ou une myopie inférieure à moins 1 chez les enfants de moins de 6 ans, ils vont avoir leur freination. Après, on va regarder quels sont les facteurs de risque de progression et les facteurs environnementaux. Il y a toujours des mesures environnementales à mettre en pratique. En pratique, donc, il faut prévenir la myopie, donc les mesures environnementales sont importantes. Il faut évidemment éliminer une myopie syndromique, une maladie du collagène, quelque chose de pathologique. Et quand on va freiner la myopie, là, on va s'adapter à l'âge de l'enfant, aux parents et au contexte évidemment médico-socio-économique. Les enfants de moins de 3 ans qui sont déjà myopes, moi je pars directement sur un traitement combiné atropine et verre freinateur. Pour les enfants âgés de 3 à 10 ans, là je vais regarder les facteurs de risque de progression. Si on a des facteurs de risque de progression rapide avec les antécédents familiaux et les facteurs de risque qu'on a décrits, donc une longueur axiale déjà importante, un équivalent sphérique important, etc., je vais partir d'emblée sur un traitement combiné également. Quand je ne vais pas avoir de facteurs de progression rapide, je vais utiliser les verres freinateurs seuls et je vais suivre l'enfant. Pour les enfants âgés de plus de 10 ans, là c'est plutôt les moyens optiques qu'on va utiliser plutôt que les moyens médicamenteux. Et l'orthoca, c'est plutôt pour les ados qui souhaitent se passer de lunettes. Les verres freinateurs et les lentilles sous-frénatis sont évidemment aussi prescriptibles. Évidemment, on s'adapte toujours au contexte et à l'enfant. Donc les traitements combinés, j'en ai parlé rapidement. Alors on a encore peu de données dans la littérature, mais il y a quand même un certain nombre de papiers maintenant qui sortent. Alors sur l'association entre une thérapeutique optique et médicamenteuse, à chaque fois, ce qui semble ressortir de tous ces papiers, c'est qu'évidemment, et on pouvait s'en douter, il y a un effet potentialisateur de l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'on a de meilleurs résultats quand on utilise un traitement combiné par rapport à un traitement pris indépendamment, soit médicamenteux, soit optique. Alors les indications, j'en ai parlé brièvement juste avant, d'emblée sur une myopie précoce, importante, avec des facteurs de progression rapide, plutôt dans un second temps si on a une myopie qui progresse toujours malgré des thérapeutiques optiques de freination. Évidemment, on va suivre l'efficacité de la freination. Comment? Eh bien, toujours, c'est le diptyque. La myopie, c'est un peu comme pour le glaucome avec le champ visuel et l'OCT. Et bien là, on va avoir la réfraction sous cycloplégie toujours et la biométrie. Quand la première fois, on essaie de les voir de manière rapprochée pour déterminer aussi le profil évolutif de la myopie, savoir s'ils sont des progresseurs rapides ou pas. Et puis après, on va le faire de manière annuelle. À chaque fois, ils auront évidemment une biométrie. Moi, c'est systématique au cabinet, je le fais à chaque fois. Jusqu'à quel âge? La question, elle se pose parce qu'aujourd'hui, on sait que la myopie va progresser. Elle peut progresser quasiment jusqu'à 25 ans. Et est-ce qu'on est censé s'arrêter à l'âge de 12 ans comme certains papiers le faisaient? En tout cas, certaines études se sont arbitrairement arrêtées à l'âge de 12 ans pour les thérapeutiques de freination. Il semble aujourd'hui qu'il ne faut pas l'arrêter jusqu'à au moins 25 ans. Donc voilà, ça, je dis toujours aux parents aussi que ça va être un traitement de longue haleine. On gagnera un peu comme l'amblyopie quand on atteint les 9-10 ans. Et là, pour la myopie, on dit à 25 ans, au moins, ce sera stabilisé, mais avant, on s'accroche. Alors là, aujourd'hui, on a des outils très intéressants. Je vous mets ce que j'utilise au cabinet, c'est le biomètre de chez Agstrike qui se couple en fait à des interfaces de software qui permet en fait de suivre
l'évolution de la myopie sur l'équivalence sphérique, mais également sur la biométrie et la longueur axiale, ce qui est un outil important pour déterminer le profil évolutif de l'enfant, mais également un outil pédagogique très très important vis-à-vis des parents, puisqu'on voit l'effet sur les courbes de frénation. On voit bien que la courbe se casse sur la longueur axiale, et on est capable aussi de simuler la réfraction qu'aurait l'enfant à l'âge adulte, c'est la courbe en haut à droite, si on fait quelque chose et si on ne fait rien. Donc la courbe du haut, quand on n'a pas d'intervention, pas de verre freinateur par exemple, et la courbe du bas avec les verres freinateurs. Donc ça aide à avoir les parents de notre côté et à comprendre pourquoi on met en pratique ces thérapeutiques de freination. Et quid de l'effet rebond? On en a parlé avec l'atropine. Eh bien, il semble que cet effet rebond, il soit un peu moins fréquent avec les thérapeutiques optiques qu'avec l'atropine. Alors, aujourd'hui, on manque quand même de données pour donner une valeur à cet effet rebond, tant en termes de croissance en longueur axiale ou en aggravation de l'équivalence sphérique. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu du pifomètre, on va dire. On se base sur l'impression que ça progresse vite ou pas. Néanmoins, ce qui est de l'adage de dire, c'est que quand on a commencé à freiner la myopie, on ne s'arrête jamais de freiner. Voilà. Pierre, est-ce que tu peux conclure pour merci. J'ai fini. Voilà. Donc la myopie, évidemment, il faut la freiner, c'est très important. La biométrie, faites de la biométrie à tous les enfants, en tout cas tous les enfants myopes, et on n'arrête jamais de freiner quand on a commencé. Voilà. Merci Pierre pour ton excellent topo complet.